Manaono, salam. Je suis Sambak et vous écoutez actuellement le podcast Malabar. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter Maïr Ramiprod qui a monté ce nouvel épisode. Entrepreneur basé en France, il est disponible pour vous accompagner dans tous vos projets vidéo et photos. Retrouvez ses contacts dans le lien de l'épisode. Malabar, c'est le premier podcast qui vous fait découvrir Madagascar autrement. À travers les expériences de mes invités, je vous emmène à la découverte de ce pays qui regorge non seulement de richesses, j'ai nommé la vanille de Madagascar, mais aussi et surtout d'une génération fantastique qui veut aider le pays à se développer. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours de mon invité, ses expériences et son regard porté sur le pays. Alors pour suivre toute l'actualité de Malabar, n'hésitez pas à vous rendre sur malabar.fr ou à suivre notre Instagram. Et maintenant, je laisse place à ma conversation avec mon invité du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Ludivine. Ludivine vit à Londres avec son mari depuis maintenant 6 ans. Complètement fan, elle l'a même élu sa ville préférée. Une vibe jamais ressentie ailleurs, un dynamisme entraînant et surtout une ville cosmopolite qui laisse une place à tout le monde. Ludivine est le profil parfait de ma cible pour ce podcast. Enfance et éducation française, quelques voyages par-ci par-là à Mada, elle n'oublie pas sa culture malgache, ne l'intègre pas non plus dans son quotidien de façon routinière. Dans cet épisode, l'objectif est de vous montrer avec toute transparence que les jeunes veulent connaître Madagascar. Oui, on veut connaître notre pays, mais malheureusement, peu de moyens sauvent-elles. Finalement, vous allez découvrir que beaucoup de Malagasy, jeunes ou moins jeunes, comme Ludivine, souhaitent connaître et accéder à la culture malagasy mais en vain. Pourquoi ? Parce que l'image véhiculée est bien souvent trop négative, la langue n'est pas assez parlée par les parents immigrants, et surtout parce que les voyages s'y font rares et trop courts pour s'attacher vraiment. Je souhaite partager cet épisode vrai et révélateur pour vous inciter à parler, échanger, rencontrer avec des Malagasy, car évidemment, c'est une des façons de faire perdurer notre culture. Je vous laisse maintenant écouter notre conversation avec Ludivine. Bonne écoute. Bonjour Ludivine, comment vas-tu ? Hello Sampacha, ça va super et toi ? Ça va très bien, merci. Donc déjà, je voulais te remercier de prendre du temps aujourd'hui avec moi pour parler un peu de ta vie, de la ville où tu habites en ce moment. Donc avant de spoiler les auditeurs, je voudrais que tu te fasses une présentation, que tu nous dises quel âge tu as, où est-ce que tu habites aujourd'hui. Déjà, oui, merci beaucoup de me recevoir. J'ai quand même très très hâte de partager tout ça avec toi. Donc, je m'appelle Ludivine, j'ai 34 ans, j'habite actuellement à Londres avec mon mari et ça va faire 6 ans dans une semaine que je suis à Londres, où j'habite depuis 6 ans. Donc, via mon travail, je suis née à Londres via mon travail. Mm-hmm. Et je suis d'origine malgache, 100%, via mes 2 parents. Mm-hmm. Et je suis née et j'ai grandi en France, dans le sud de la France, près d'Aix-en-Provence. D'accord, super. Alors pour ceux qui connaissent pas Londres, est-ce que tu pourrais nous donner un peu une idée de ce à quoi ça ressemble, quelle est l'ambiance ? Voilà, les villes anglaises, généralement, c'est connu pour la nourriture qui est pas super bonne et le temps pourri. Je suis sûre qu'en 6 ans, tu as plein de choses positives à partager. Donc, si tu peux nous donner un peu une image de Londres. Alors, Londres, c'est quand même déjà, autant la France, c'est pareil, les croissants, les baguettes. L'Angleterre, ça reste beaucoup les fish and chips, le foot, la bière, les petits cottages dans la campagne anglaise. Okay. Après, c'est vrai que heureusement aussi, il y a autre chose. Sans parler de la météo hyper grise quand même, qui est une réalité. Je dirais que Londres, c'est quand même assez particulier en Angleterre. C'est comme je dirais un peu Paris en France ou les grandes villes en général, parce que je pense que la mentalité est quand même assez unique. C'est une ville très internationale, où il y a vraiment beaucoup de nationalités et de confessions religieuses aussi, qui se côtoient tous les jours et dans vraiment tous les domaines de la vie professionnelle. Et c'est une vie en fait que moi j'aime beaucoup parce que c'est vraiment un endroit en fait où un peu chacun fait sa vie. C'est-à-dire que c'est d'une certaine manière, je dirais, un peu moins comme en France où il peut y avoir un peu ce côté jugement, un peu bêcheur. Alors c'est peut-être spécifique
à Paris, mais il y a un peu cette fierté, alors qu'en Angleterre, je pense que non, c'est une bonne représentation de ça. On est beaucoup moins dans ça. Enfin, dans les rues, il y a vraiment de tout niveau vestimentaire. Enfin, c'est vraiment chacun fait sa vie et moi je trouve ça vraiment agréable. Après, il y a aussi la vie professionnelle où, pour avoir fait et la France et du coup un peu de temps maintenant en Angleterre, je trouve que la mentalité aussi est assez différente. Ils sont beaucoup plus dans l'action. Mm-hmm. Ils font quand même pas mal de réunions, mais ils sont quand même beaucoup plus dans l'action. Je trouve qu'ils ont une ouverture d'esprit aussi, un peu plus qu'on peut avoir en France, en tout cas de ce que moi j'ai expérimenté. Mm-hmm. Et au global, moi, c'est quelque chose qui me va vraiment. Et en revanche, peut-être un côté un peu plus, je dirais qu'il prend un peu plus de temps à se faire. Autant ils sont pas fiers ou bêcheurs, mais je trouve ça un peu plus difficile, même si c'est une mentalité internationale. De se créer un réseau en fait en dehors de ton réseau, par exemple français dans mon cas. Je trouve que ils mettent peut-être un peu plus de barrières. Ils peuvent être très chaleureux au travail, dans les magasins, etc. Mais ça peut être un peu difficile de se créer une communauté anglaise quand on vient de l'extérieur. Mais en tout cas au global, c'est une ville. Après il y a une richesse culturelle aussi. Le fait que ce soit une grande ville, moi, je m'en lasse vraiment pas. Il y a encore plein d'endroits que j'ai pas fait, que j'ai pas visité. C'est un peu un puits sans fond dans le bon sens. Donc, c'est vraiment une ville chouette au quotidien et pour se projeter aussi, je dirais. D'accord. Et tu parlais justement du fait de se créer une communauté anglaise. On sait que les Malgaches sont très communautaires. Par exemple, en France, il y a quand même une forte diaspora malgache. C'est un petit monde, tout le monde se connaît. Est-ce que en Angleterre ou peut-être juste à Londres, est-ce que tu as déjà croisé des Malgaches? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Parce que les villes anglophones, c'est pas forcément les villes dans lesquelles les Malgaches vont se projeter. Mais est-ce que à Londres, toi, tu as déjà croisé des Malgaches? Est-ce que tu sais s'il y en a beaucoup ou pas? Alors ça, c'est mon appel à tous et n'importe quel Malgache qui sait Madagascar, mais je dois dire qu'en 6 ans, je ne pense pas avoir croisé un seul ou une seule Malgache. D'accord. Vraiment sans exagérer. Que ce soit à Londres ou d'autres endroits en Angleterre où j'ai pu aller. D'accord. À part ma famille, bien évidemment. Oui. Mais je n'ai vraiment jamais croisé. Alors c'est peut-être, je sais pas, les quartiers où je vais ou du coup ceux où je ne vais pas. Mm-hmm. Mais c'est vrai que j'ai pas croisé de Malgaches depuis que je suis arrivée. Sans aucun doute, évidemment, je pense qu'il y en a. Après, du coup, ça me fait me poser la question, c'est ça, à côté d'autres villes, Paris ou même d'autres villes en Europe, je pense qu'il y a peut-être aussi la question, on va dire, logistique et tout ce qui est administratif, qui potentiellement, je me dis, est peut-être un peu plus compliqué, encore plus peut-être avec le Brexit. Mais c'est vrai que, s'il y a des Malgaches à Londres, écrivez à Ludivine. Exactement, d'accord. Et si on retourne un peu en arrière, je voudrais savoir déjà, est-ce que toi, t'as grandi en France, t'as fait tes études en France, est-ce que t'avais déjà eu l'occasion de beaucoup voyager? Voilà, raconte-nous un peu jusqu'à à peu près tes 30 ans, avant que tu partes pour Londres. Ah oui, donc c'est ça. Donc j'ai grandi et j'ai fait mes études jusqu'à une première année de droit qui était donc à Aix-en-Provence. D'accord. Et après, donc j'ai fait une école de commerce à Paris et j'ai commencé ma carrière là-bas. Donc, vraiment une grosse partie en France. D'accord. Et notamment dans le sud. Et en fait, pour moi, la culture malgache, ça a été via mes parents, parce que donc, comme je disais tout à l'heure, tous les deux sont malgaches. Mm-hmm. Et c'est vrai que autant ma maman, par exemple, est née à Madagascar, mais elle est arrivée en France très tôt. Donc elle, la culture, c'est plus le fait d'entendre parler malgache autour d'elle, les tantes, les oncles ou ses aînés, et la nourriture aussi. Très concrètement, elle a fait quelques voyages là-bas, mais c'était différent de mon père qui, lui, a fait ses études, je crois, jusqu'à son bac, voire même après. Donc, il parlait le malgache, toute sa famille était à Madagascar, donc qui était beaucoup plus imprégné pendant beaucoup plus longtemps à Madagascar, et qui, un peu par la force des choses, est peut-être celui qui nous a plus transmis cette culture d'une certaine manière. Et ma maman, elle, ça a plus été, on va dire, indirectement, mais c'est ça, comme tu disais tout à l'heure, le côté communauté malgache, c'était vraiment un village en fait autour de toi. Moi, je sais quand j'ai grandi, on a grandi avec beaucoup de mes cousins et mes cousines, tous très proches, même avec les oncles et les tantes. Donc vraiment, chacun de mes parents m'a apporté une partie de la culture malgache, m'a appris certains points de la culture malgache. Après,
J'y suis allée en tout et pour tout dans ma vie 3 fois. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Mais à chaque fois, enfin, je pense que c'est beaucoup le cas, je pense, on va dire de notre génération peut-être, mais c'était, enfin voilà, je sais 2-3 semaines, voire un mois où ça me permettait, ben voilà, de voyager, de voir la famille. Et alors évidemment, on peut pas apprendre sa culture en quelques semaines sur 3 voyages, mais voilà, enfin j'avais, enfin chaque fois que j'y allais, c'est un peu entre guillemets bête à dire, mais j'avais vraiment ce sentiment d'être à la maison. Enfin, je me sentais vraiment raccrochée à cet endroit, à Madagascar, même si je ne connaissais pas vraiment beaucoup, je ne parle pas malgache. Et donc, la culture est vraiment passée par la manière dont nos parents nous ont élevés. Comme je dis aussi, la cuisine aussi beaucoup. Parce que moi, je trouve que c'est quelque chose d'hyper fédérateur. C'est quelque chose qu'on peut passer de génération en génération de manière quand même assez simple. Et puis après, c'est le fait d'être entouré par de la famille ou des amis malgaches, qui je trouve fait partie aussi de la passation de la culture. Après, c'est vrai qu'au-delà, j'écoute aussi un peu de musique malgache de temps en temps, les Eric Manana, tout ça. Je pense que c'est pas trop des chanteurs de notre génération, mais franchement, j'adore. Moi aussi. Voilà, c'est un mix de voilà. Donc c'est un mix de ces choses-là. Après, par exemple, tu vois, là où je sens qu'il y a un peu une déconnexion on va dire, de la culture malgache, comment moi je l'ai vécu, on va dire, je l'ai appris d'une certaine manière. C'est quand je vais à Madagascar, tu vois, le fait que, je vois cette fameuse Vaza, tu vois, où je suis d'origine malgache, je ne parle pas malgache, et puis, il y a quand même tout ce qui est certaines traditions, certaines connaissances, etc., où bon, je sens que là, il y a un peu un fossé, qui est là un peu par la force des choses, hein, qui est pas fait, mais, donc je pense que, ouais, c'est clairement comme ça que je dirais que la culture, ouais, elle est intégrée un peu dans ma vie. D'accord. Mais je trouve ça intéressant que tu dises que même en n'étant pas forcément, pas en ayant passé son enfance, son adolescence à Madagascar, on a quand même des valeurs malgaches qu'on nous a inculquées via nos parents. Ça, c'est important de le dire parce que il y a beaucoup de malgaches qui viennent de Madagascar, qui vont, comme tu dis, nous prendre pour des vasas. Et finalement, il y a des choses que tu as citées qui sont pour moi très malgaches. Grandir avec ses cousins, ça c'est quelque chose, ça se fait beaucoup chez nous, quoi. C'est tes cousins, il n'y a pas de différence, que ce soit cousin germain, cousin éloigné, tes frères et sœurs, enfin mais c'est ça, tout le monde est cousin, cousine, tonton, tati. Exactement, complètement. Et du coup, je voulais parler un peu de ta vision de Madagascar parce que tu as dit que tu étais allée 3 fois, donc j'imagine que c'est quand même à des moments différents. Enfin, c'était pas la même année les 3. Je voudrais savoir déjà quelle est l'image que toi tu as de Madagascar. Quel souvenir tu as, que ce soit, ça peut être vraiment un souvenir que ce soit visuel au niveau des odeurs, l'ambiance, voilà. Quel souvenir tu as de Madagascar? Déjà, j'en ai plusieurs, on va dire, sur des thèmes un peu différents, mais pour moi, Madagascar, c'est une destination et voyage découverte. Quand je dis découverte, c'est découverte du pays, etc., mais un peu découverte de mes racines aussi, un peu à chaque fois. Bien sûr. Et c'est une destination famille, parce que j'ai, que ce soit du côté de ma maman ou de mon papa, j'ai de la famille des 2 côtés qui est encore à Mada. Donc pour moi, c'est vraiment cette destination un peu, c'est ça, voyage, découverte et famille. Et après, ouais, j'ai des souvenirs. Surtout mon premier voyage, en fait, on était partis, juste mon petit frère et moi. Moi, j'avais 10 ans. Lui, il avait 6 ans, donc on est quand même relativement petits. D'accord. Et en fait, on était partis en vadrouille, je crois que c'était à Fort-Dauphin, bref, avec toutes les tantes et les cousines. Et on était partis en espèce de taxi brousse tous ensemble, qui était un concept, j'avais jamais entendu parler de ça, et c'est vraiment le road trip, enfin, tu vois. Et moi, j'avais trouvé ça génial. Bien sûr. Tu calmes un chauffeur, tu t'arrêtes quand tu veux. Tu te trouves grignoter sur la route. Enfin, c'était vraiment je pense que c'était un des plus beaux et gros voyages que j'ai fait aujourd'hui. Et moi, le truc qui me reste toujours, c'est la couleur ocre, c'est ocre rouge de Mada, sur la Tana ou quand même dans pas mal de régions. Enfin, moi, c'est un truc qui me reste en tête en fait à chaque fois. Enfin, je trouve ça assez marquant. Puis c'est de partout, tu vois. Et je trouve ça assez un peu unique aussi à Mada. Cette couleur, cette terre rouge comme ça. Puis bon, après, évidemment, la nourriture, tu vois. Enfin, je trouve que, en toute objectivité, je trouve que la nourriture est incroyable. Enfin, c'est quand même hyper bon.
c'est quand même beaucoup plus sain, parce qu'on peut évidemment manger ici. Puis c'est toujours, ouais, c'est... Donc ouais, je dirais que c'est moi Mada, c'est ça, c'est une destination. Ouais, c'est une destination voyage, découverte, puis famille, D'accord. surtout. Et au niveau du peuple malgache, j'en ai beaucoup parlé avec d'autres invités dans le podcast qui me décrivent un peu le peuple malgache. Alors, c'est très paradoxal parce qu'on nous décrit comme un peuple chaleureux, très aimant, très souriant. Mais d'un autre côté, comme tu disais, il y a ce côté Tevasa, donc tu as toutes les conséquences en fait de cela. Tu te fais un peu avoir. On dit que parfois aussi on est un peu condescendant, donc il y a un peu ce complexe d'infériorité. Enfin, voilà. Toi, par exemple, quelle vision tu as eue et quel traitement tu as reçu du peuple? En tout cas, comment tu l'as vécu? Alors évidemment en dehors de la famille, hein, mais c'est assez proche de ce que tu as décrit, c'est-à-dire un exemple très concret, la dernière fois je suis à Lamada, donc j'étais avec ma maman, mon frère, sa femme et mon mari, et on va à Tana en fait pour visiter le palais de la reine. D'accord. Donc site touristique. Et donc là, gros choc, donc c'est je crois que c'était notre guide en fait qui va pour prendre les tickets et qui nous dit en gros cachez-vous sur le côté. Donc nous on comprend pas très bien, et ma mère elle me dit en fait si on se monte devant la caisse, ils vont faire payer le tarif bazar. Je sais, mais c'est quoi ce concept? Et en fait, entre guillemets, j'ai découvert qu'il y avait un tarif pour les étrangers et un tarif pour les locaux. Et nous, je crois que c'est, en soi, pour nous, tu vois, c'était évidemment abordable, mais c'était genre 10, 15 fois le prix d'un local. Et donc, ouais, j'ai envie de dire, ouais, le traitement c'est ça, est très proche de ce que tu disais, c'est-à-dire que oui, je pense que n'importe où on va à Mada, en dehors des cercles familiaux, je pense que ça va sur nos têtes, tu vois, que c'est Vaza, même si on peut faire attention à publicité, etc. Je pense que c'est, sans qu'on le veuille, tu vois, c'est ostentatoire, et du coup, il y a ce traitement qui va avec. Après, cela dit, moi, j'ai toujours eu des bonnes expériences au global, tu vois. Ça, je trouve ça, c'est plus une anecdote un peu, voilà. Enfin, tu vois, c'est comme ça, mais j'ai jamais eu de mauvaises expériences où, après, même si c'est pas, tu vois, un super sentiment à avoir, parce que tu peux passer le pays des racines, effectivement, que, en tout cas, pour ma part, je connais pas beaucoup, mais, enfin, voilà, où je sens un attachement, et en fait, d'avoir ce décalage de culture, en fait, quand même, d'une certaine manière, ça fait toujours un peu bizarre, en fait, de se dire que on n'est pas sur un même pied d'égalité, et pour autant, je trouve que c'est une réalité, en fait. Je peux pas m'attendre à être, entre guillemets, traité ou de la même manière par rapport à, entre guillemets, comment je connais et comment je vis la culture malgache. Mais j'ai une vision, comme j'ai jamais eu d'expérience négative, moi j'ai une vision hyper positive. Et pour revenir un peu à mon enfance et à la culture, moi j'ai surtout le côté amour en fait que sur les 3 voyages que j'ai pu faire, c'est quelque chose qui pour moi, je l'ai vu de mes yeux vus, et pour moi c'est vraiment quelque chose qui représente que ce soit la culture malgache ou les malgaches en général, c'est une mentalité un peu ce que nous, je pense, on appellerait ici le slow life, tu vois, c'est on pense, on profite du moment, de ceux avec qui on est, on va pas non plus se mettre la rate au courbouillon. Et ça, je le vois, alors que voilà, on sait que Mada, c'est un des pays les plus pauvres, et puis quand tu t'enfonces dans les terres, là clairement t'es exposé à ça. Et pour autant, après on m'a toujours dit mais c'est une vision un peu occidentale de ce côté un peu, ce côté pas glamour, mais tu vois, ce côté c'est pauvre, mais ils ont cette mentalité. Mais moi, c'est en tout cas c'est ce sentiment que j'ai eu en tout cas à chaque fois, et je suis en plus allée à des périodes de ma vie très différentes. La première fois j'avais 10 ans, la dernière fois j'avais 30 ans. D'accord. Et je pouvais vraiment c'est ça, à chaque fois je me dis en fait tu vois les gens c'est quand même très compliqué, la vie c'est évident, mais quand on arrive et qu'on va les voir et sans forcément leur donner quoi que ce soit ou attendre quoi que ce soit, ils sont je trouve ça quand même assez incroyable d'être dans la générosité, dans l'échange, et d'avoir ce côté très relax, alors que il y a quand même 2 mondes entre nous. Donc pour moi, c'est une vision quand même au global assez positive, et qui me donne toujours en fait vert aussi. Tout à fait. Et au niveau de ta vie à Londres, je sais que par exemple l'apport culturel, enfin tout ce qui est autour de la culture, c'est quelque chose dont on parle beaucoup à Madagascar et qui manque. Déjà, je voudrais que tu nous décrives un peu ce qu'il y a comme lieu de culture, comme
tout ce qui est autour, que ce soit de la musique, du cinéma, voilà. Est-ce que c'est des choses où tu vas régulièrement, etc. Et est-ce que tu penses, du coup, ce sera la deuxième question, qu'à Madagascar, c'est des choses auxquelles tu as eu accès, par exemple, qui existent, voilà. Alors, pour répondre à ta première question, donc à Londres, j'ai envie de dire, il y a l'avantage que ce soit une grande ville, c'est-à-dire qu'au niveau culture, il y a quand même beaucoup, enfin, il y a énormément de choses, que ce soit des musées, avec des collections permanentes, donc c'est gratuit, tu peux aller, des petites galeries, faire des concerts en plein air, dans des grosses salles, cinéma, enfin, il y a vraiment à boire et à manger, vraiment. Après, ben, d'une certaine manière aussi, comme toute grande ville, d'une certaine manière, c'est aussi, enfin, ça a un prix. C'est pas non plus. Mais par exemple, par rapport à Paris, je trouve que, en tout cas, tout ce qui est musée, etc., je trouve ça plus accessible parce qu'ils ont beaucoup de leur collection permanente en fait qui est gratuite. Donc, je trouve ça quand même assez chouette. Surtout pour les gens qui sont de passage, etc. Je trouve ça quand même bien de donner cet accès-là. Après, moi, Mada, l'accès à la culture, ce que j'ai pu faire, c'est quand même assez différent. D'accord. Alors, c'était aussi, enfin, on va dire, il y a des équivalents à Londres ou dans beaucoup de villes, en fait. Mais c'est plus tout ce qui était parc naturel, les zoos. J'ai dû faire une ou deux galeries ou musées, mais qui étaient des choses, des lieux rattachés à un parc naturel ou à un musée. Après, je saurais pas te dire, si l'accès à la culture ou l'offre culturelle est large, mais c'est vrai que moi, par rapport à ce que j'ai fait, c'était plus, c'est ça, des choses qui sont rattachées à la nature et que je trouve hyper bien parce que il y a quand même au niveau de ce côté-là, je trouve qu'il y a quand même une faune, une flore quand même assez incroyable à Mada. Tout à fait. Et il y a des choses, que j'ai vu à Mada que j'ai jamais vu nulle part d'autre et je crois que c'est qu'à Mada d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'après, en termes d'offres culturelles, je suis pas, je saurais pas me positionner en disant l'offre est incroyable, elle est en croissance, elle se développe. Mais dans tous les cas, quand tu vas même sans connaître ça en détail, je pense que la culture malgache et du coup, je dirais même l'offre sur place. J'imagine qu'il y a toujours des opportunités, tu vois, que ce soit pour faire rayonner Mada à l'extérieur ou même au sein des populations. Parce qu'il y a tellement de choses. Bien sûr. En fait, je te pose la question parce que généralement, les jeunes d'Occident, pour nous, tu vois, c'est entre guillemets essentiel, tu vois, des choses basiques, mais d'aller faire du sport, d'aller au cinéma, tu vois, d'avoir toute cette vie en fait sociale et culturelle en même temps. Et une des choses, quand j'ai sondé un peu les gens autour de moi, quand je leur demandais est-ce que tu te projettes d'aller à Mada, les premières choses c'est non, il y a rien à faire. Ça a toujours été un peu la réponse qu'on m'a donnée. Parce qu'on a cette idée que à Madagascar, il n'y a pas tous ces lieux en fait finalement très occidentaux. Et comme tu dis, c'est important de le souligner qu'il y a d'autres lieux, il y a d'autres choses à faire. Et je pense qu'il y a toute une adaptation finalement quand tu habites là-bas. Donc je trouvais ça intéressant de faire le parallélisme un peu avec toi qui habites à Londres, où effectivement tu as une grande offre culturelle et tu as un accès en fait pour quasiment toute la population, même si tu as des choses gratuites et des choses payantes. Mais globalement, tu as tout pour enrichir finalement la population. Après, juste pour ajouter à ça, pour moi, il y a aussi quelque chose du coup, je pense, qui pas venu pour ça, mais après avoir habité quelques temps ici, où on se rend compte que, ça, du coup, c'est quelque chose qu'on aimerait bien avoir si on change de ville ou de pays. Mais c'est que autant Londres, tu vois, je crois que ça fait 7-8 fois la taille de Paris, mais ils ont un nombre de parcs et d'espaces verts qui est juste dingue. Et nous, par exemple, on vit à côté d'un grand parc et du coup, c'est hyper agréable, tu vois, sans avoir de chien ou d'enfant. C'est juste, tu te dis le week-end, tu peux aller te balader tranquille. Et on trouve ça hyper important. Et du coup, pour revenir sur ce que tu disais, peut-être sur la méconnaissance de l'offre culturelle, de ce qu'il y a de disponible, on va dire, à Mada, c'est vrai que je saurais pas dire, tu vois, si par exemple, je devais aller vivre là-bas, en dehors des activités vraiment culturelles, genre musée, etc., ne serait-ce que le fait d'avoir tout ce qui est parc, espace vert ou des endroits, tu vois, où tu peux te balader. Bien sûr. J'ai pas le souvenir d'en avoir vu. Il y en a certainement, tu vois, mais et je pense que c'est peut-être ce genre on va dire, de petites choses où on n'a peut-être pas la connaissance, peut-être l'intérêt de se renseigner de ce qu'il y a, et du coup qui met un peu ce frein de se dire
ouais, en fait, ça m'aide pas vraiment à me projeter si jamais un jour je vais déménager à ma part. D'accord. Et donc, en dehors de ta vie extra-professionnelle, tu as une vie, bien sûr, professionnelle. Donc, j'aimerais que tu nous décrives un peu l'ambiance dans ton entreprise. Comment ça se passe généralement? Parce qu'on, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont en France. Donc, on a un peu ce modèle métro, boulot, dodo. À Londres, est-ce qu'on suit un peu le même schéma? Est-ce qu'on a aussi le même stress? Quelle est la relation entre collègues? Enfin, vraiment cette vision vraiment d'entreprise. Comment ça se passe? Bon, ça reste quand même métro, boulot, après, là, moi, j'ai vu un gros changement et c'est toujours le cas parce que j'ai fait, depuis que je suis arrivée, j'ai fait en tout, j'étais dans 3 entreprises différentes, donc dans un même secteur, mais 3 entreprises différentes. D'accord. Et il y en a, c'était des gros groupes, il y en a, c'était des toutes petites entreprises. Et en fait, la chose commune que j'ai trouvée depuis que je suis arrivée et qui me convient très bien, c'est plus une culture de moyens que de résultats que de moyens. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment, alors je grossis un peu les traits, mais à partir du moment en fait où tu fais le travail qu'on te demande et que tu le fais bien, comment tu vas le faire, on va y porter d'une certaine manière un peu moins d'intention. Et en fait, pour moi, ça se traduit par les horaires de travail. Où en France, moi, j'ai vraiment vécu la culture du présentéisme. Alors déjà quand même en France, et je le vois par rapport à ici, mais tu vois, on commence plus, dans mon ancienne entreprise, en tout cas où j'étais, entre 9h et 10h, facile, quand même une bonne heure et demie de pause déjeuner, 2 heures le vendredi. Du coup, tu termines plus tard et du coup, tu as un peu moins de vie. Et puis, ça déborde souvent sur les journées alors qu'ici. Après, moi, j'ai fait le choix de commencer un peu plus tôt, mais je fais entre 8h, 9h et à 18h. Alors après, il y a toujours des exceptions, mais d'une manière générale, moi, 18h, si c'est pas 17h30, en fait, j'ai fini ma journée. Après, j'ai 1 heure de pause déjeuner. Ici, ils ont aucun problème à déjeuner à leur bureau. Donc, je trouve ça a quand même moins ce côté convivial par rapport à la France. Et ça, en revanche, ça manque un peu. Mais ils sont plus en fait, on va cartonner au boulot. Enfin, on va cartonner pendant la journée, comme ça, le soir, on va quand même essayer de profiter, d'avoir un peu une vie, en fait. D'accord. Après, tu as toujours des exceptions, il y a toujours des périodes où c'est hyper chargé et je travaille quelques soirs à week-end, mais c'est plus de l'ordre de l'exception, alors qu'en France, moi, j'avais vraiment ce souvenir où c'était un peu la règle, en fait, de montrer qu'on est là, même si on n'est pas productif, après quand même avoir envie de profiter avec ses collègues. Donc, il y a ce côté-là où je trouve, d'une certaine manière, un peu plus sain. Et après, pour revenir à ce que je disais aussi un peu plus tôt, il y a en revanche ce côté qui est un peu plus frustrant quand on vient, je pense, plus d'une culture latine comme la France, essayer de créer des liens en fait avec une communauté anglaise. Concrètement, les gens avec qui je m'entends le mieux, le plus rapidement, et dans toutes les boîtes que j'ai pu faire depuis que je suis arrivée ici, c'est les Européens, notamment les Espagnols, les Italiens. Tu as plus de facilité. Je pense qu'il y a aussi ce côté, on vient d'étrangers, donc on partage un peu les mêmes galères. Mais pour un peu rentrer dans les cercles anglais au-delà des horaires de travail, c'est pas, ils vont pas tout de suite inviter chez eux ou même, tu vois, ça va s'arrêter au pub, mais il faut un peu de temps avant alors qu'entre espagnol, français, italien, c'est des dîners, des choses comme ça. Donc au travail, je trouve ça plus sain, ça me correspond plus. Après, il y a aussi des points qui sont pas, je pense auxquels on peut s'adapter, mais qui sont assez différents de la France. D'accord. Et au niveau de la langue que tu utilises au quotidien, c'est que de l'anglais ou t'es amené aussi à parler d'autres langues? Non, c'est que l'anglais. Après, c'est plus, j'ai eu quelques fois sur des projets ou des clients avec qui je travaille, des trucs qui sont français ou francophones et qui préfèrent tout travailler en français, donc du coup, ça m'allait très bien. Mais sinon, de manière générale, c'est l'anglais. Et toi, la langue anglaise, c'est une langue que tu as appris à l'école et que ensuite tu as pratiqué dans le monde professionnel ou c'est quelque chose que tu as appris bien plus tard? Non, moi, c'est l'anglais, en fait, je réalise maintenant que ça a été une chance, mais mes parents, en fait, m'ont mis dans des écoles européennes, en fait, très tôt. D'accord. Du coup, j'ai appris l'anglais dès la fin du primaire, en fait. Et après, j'ai toujours aimé l'anglais, parce que, alors ça va paraître bête,
Mais en fait, moi, primaire, etc. Enfin, tu vois, c'était l'époque des Spice Girls, tout ça. Et en fait, pour moi, c'était la langue de la musique que j'écoutais. Donc, j'avais vraiment envie, au lieu de baragouiner des trucs, d'essayer d'apprendre, de comprendre ce qu'ils disaient, etc. Et en fait, ça vient de là. Et du coup, ça m'est toujours un peu resté. Et du coup, ça me permet aujourd'hui, d'être très à l'aise en anglais, que ce soit au boulot ou dans la vie de tous les jours, d'une manière générale, ouais. Et du coup, tout à l'heure, tu disais que tu parlais pas malgache. Est-ce que tu le comprends déjà ou Alors, je comprends les formules de politesse. Ok. Quelques mots en rapport encore une fois à la cuisine, mais ça s'arrête là. D'accord. Et est-ce que c'est une volonté pour toi d'apprendre la langue parce que si tu as pu apprendre aussi facilement l'anglais, on dit toujours qu'un enfant qui est bilingue, ou du moins quelqu'un qui est bilingue, a toujours des facilités à apprendre d'autres langues parce que son cerveau fonctionne d'une façon où il sera plus apte à apprendre. Est-ce que toi, par exemple, tu as déjà pensé ou est-ce que tu es déjà en train d'apprendre le malgache actuellement? Alors, j'ai fait une tentative avortée d'apprendre le malgache. Je me souviens plus de nom, mais je crois que c'était via YouTube ou je sais plus, mais bref, en fait, quelqu'un qui lançait un malgache qui à l'époque avait à peu près le même âge que moi, et qui avait fait une espèce de campagne en fait pour aider notre génération à apprendre le malgache. Donc j'avais commencé un tout petit peu, puis en fait comme c'était tu l'apprends par toi-même ou tu es un peu tout seul derrière ton écran, en fait ça m'a malheureusement découragée. D'accord. Mais c'est vrai que au fond du fond, ouais, j'aimerais bien parler idéalement, mais au moins tu vois comprendre. Et en fait, c'est, je dirais, une envie qui vient peut-être de plus en plus, dans l'idée où, enfin voilà, en gros, je me dis le jour où j'ai des enfants, la langue, ça fait quand même partie d'un héritage. Et puis je trouve que c'est une jolie langue en fait aussi, tout simplement. Et c'est la langue de mes ancêtres. Donc au fond du fond, oui, j'ai envie d'apprendre. Après, c'est vrai que je me mets un peu entre guillemets des barrières toute seule, c'est-à-dire que bon, ouais, t'as toujours des excuses. Je sais pas, et je pense que tout simplement pour l'instant, je prends pas le temps, mais c'est quelque chose que j'aimerais essayer de faire, ouais, à un moment donné. Et tu penses que la meilleure façon pour apprendre la langue, si là je t'offrais le meilleur moyen d'apprendre le malgache, tu penses que ce serait comment? Parce qu'aujourd'hui il y a plein de moyens, tu vois, et parfois comme tu dis ça fonctionne pas. Les applications, parfois t'as des comme tu disais des cours à distance comme quand tu étais petite pour l'anglais. Selon toi, quel genre de moyens, peut-être qui n'existent pas encore, serait le meilleur pour apprendre le malgache? Moi, qui n'existe pas encore, je ne sais pas. Après, moi, je trouve que ce qui fonctionne toujours bien, c'est d'apprendre des bases de manière peut-être assez traditionnelle, c'est-à-dire peut-être avec quelqu'un qui va être là et qui va t'aider, et quelqu'un qui parle le malgache, bien évidemment. Et puis après, je pense que des cours de conversation, en fait, parce que pour moi, c'est la pratique, je pense, qui fait tout dans l'apprentissage d'une langue, parce que tu peux apprendre la grammaire, tu peux apprendre, tu peux lire, etc. Mais si tu parles pas, le fait de parler, je trouve que ça c'est quand même un élément essentiel dans l'apprentissage. Mais c'est vrai que ouais, je pense que ça, la pratique en soi de la langue et l'apprentissage des bases du vocabulaire, pour moi, c'est un tout en fait. Puis après, c'est surtout la persévérance en fait dans le temps. Bien sûr. Pour que ce soit pas quelque chose de temporaire et d'anecdotique, quoi. D'accord. Et en vivant à Londres, est-ce que tu as l'impression d'appartenir un peu à la communauté anglaise ou pas du tout? Parce que généralement, quand on grandit en France, forcément, on a ce sentiment d'appartenir quand même à la communauté française, mais on a aussi cette double culture malgache due aux origines. Maintenant que tu habites dans un nouveau pays, est-ce que tu as l'impression d'être un peu anglaise ou pas? C'est très intéressant comme question. En fait, je pense que j'ai les codes. Genre, j'ai des codes qui sont très dans la culture anglaise, que ce soit dans la réflexion, etc. Mais en fait, ça, je me rends compte plus quand je rentre en France, en fait. Et que ce soit avec les copains, la famille, etc. En fait, qui me renvoient un peu cette image, mais tiens, mais ça, c'est quand même... c'est très british, ce que tu dis, comment tu réfléchis, ce que tu fais, etc. Et donc, moins forcément quand je suis à Londres. C'est ça, je pense que c'est plus dans un mode de réflexion, un mode de vie aussi un peu
au quotidien qu'autre chose. Après, c'est ça. Moi, j'ai plus cette image d'avoir certaines de ces choses de plus en plus ancrées en fait dans qui je suis et comment je suis dans le temps. Mais on me le fait remarquer quand je suis en France et du coup moins. Après, moi ici, clairement, mes communautés, c'est une communauté plus française. Les Anglais avec qui je suis, c'est des collègues et certains qui sont devenus amis, mais ça a pris, comme je le disais tout à l'heure, ça a pris quand même pas mal de temps. Ça a pris pas mal de temps et c'est là pareil en fait, c'est quand, je sais pas, par exemple, quand on est au pub tous ensemble, tu vois, où je vois comment entre guillemets on fonctionne et là je me dis ouais là en fait si j'étais avec des collègues en France ou avec je sais pas des copines en France, ce serait complètement différent. Et tu vois, c'est dans des détails, des choses comme ça, mais ça, ma communauté ici française et la petite communauté, on va dire, anglaise avec laquelle je suis, on va dire, ça se construit un peu dans le temps. D'accord. Et justement, le fait de beaucoup voyager, ça apporte toujours des choses, que ce soit au niveau personnel, vraiment t'apprends à te connaître, etc. Dû à ta double culture et notamment à ton éducation malgache, quelles sont toi, par exemple, les valeurs, les choses que tu as apprises dû à tout ça? La culture malgache, c'est vraiment le côté famille. Et du coup, ça se retrouve. Du coup, c'est quelque chose aussi que je cherche beaucoup. Les gens avec qui, tu vois, je suis ou qui sont mes amis ou les proches. C'est des gens pour qui c'est aussi important et du coup, sur ce côté-là, on est sur la même longueur d'onde. Et comme moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Et du coup, je mets de la valeur aussi beaucoup sur ça. Après, il y a la valeur aussi, je pense, du travail. Je rattacherais pas ça forcément à la culture malgache ou française, mais c'est plus un héritage du côté de mon père où là, il y avait quand même c'était des gens avec de l'ambition et sans sans peur un peu de l'afficher ou l'assumer sans être non plus tu vois, hyper fier ou prétentieux donc assumer sa prétention. Et en vrai, c'est quelque chose que j'ai entre guillemets un peu plus développé, je dirais, quand je suis arrivée en Angleterre. Parce qu'en fait, mon mari est arrivé 1 an après moi. En fait, il y a 1 an où, bref, on était à distance. Et alors, j'étais dans une colocation, mais du coup, en soi, au quotidien, en fait, j'étais seule, à part au travail. Bien sûr. Et du coup, ça m'a vachement poussée, en fait, à me sortir un peu de ma zone de confort et de me créer ma propre communauté, en fait, de zéro, ce qui m'était jamais arrivé avant. Parce qu'en fait, ça se fait petit à petit. Quand j'ai commencé à travailler à Paris, tu rencontres des collègues, t'as pas à aller chercher des collègues, on va dire. Que là, je suis arrivée, je connaissais strictement personne. Et donc, c'est ça, c'est me bousculer un peu plus, en fait, et me sortir de ma zone de confort. Il y a des choses que j'ai faites seule. En France, jamais je les aurais faites seule. Maintenant, ça me pose plus aucun problème, que ce soit à Londres, à Paris, peu importe. Je trouve que, c'est ce côté, ça, d'être hors de sa zone de confort, puis aussi, avec tous tes repères, en fait, à recréer d'une certaine manière, et seule. Je pense que ça, je trouve ça quand même assez incroyable. Sur le coup, ça a quand même été assez compliqué. Et avec le recul, je trouve ça juste incroyable d'avoir ce genre d'expérience et de se donner les moyens, en fait, aussi, à un moment donné, sans, tu vas changer de pays pour, on va dire, de manière permanente, mais quand on a ce genre d'opportunité, tu vois, que ce soit à l'université, je sais pas, tu fais un Erasmus ou un stage à l'étranger à faire, moi, je trouve ça génial. À chaque fois qu'on en parle avec des proches, moi, j'en parle toujours tout le temps tout le monde parce que je trouve ça juste. Bien sûr. C'est juste unique en fait qui peut ressortir de ça si on s'en donne les moyens. Complètement, ça c'est vrai. Et puis tu vis une expérience que tu oublies jamais en fait. Ça reste ancré, c'est des souvenirs, c'est sûr. J'avais une dernière question concernant Londres parce que c'est une ville qui a l'air quand même hyper enrichissante, où tu trouves ta place et où tu peux t'épanouir professionnellement, mais aussi au niveau personnel. Est-ce que toi, c'est une ville dans laquelle tu te projettes encore pour de longues années ou pas? Alors, de longues années, je sais pas. En tout cas, je sais que là, je pense qu'on va encore y rester 2 ans minimum, voire plus. Pour différentes raisons. Déjà parce qu'on y est bien. Mon mari, il a créé sa boîte ici d'une vitesse éclair et c'est genre pas lui, il a rien, entre guillemets, il a rien fait d'exceptionnel, c'est juste
très facile ici de créer sa boîte. D'accord. Et ça marche bien. Il s'est fait un bon réseau. Moi, je me sens bien dans ma boîte, dans la culture, les gens avec qui je travaille, la communauté qu'on a. Et puis après aussi, on a un projet de famille et en fait, on se projette clairement plus à Londres, même si c'est pour être très cher, mais tu vois, par exemple, sans forcément rester à Londres, mais aller peut-être autre part en Angleterre, mais en tout cas rester au Royaume-Uni. D'accord. Après, il y a quelque chose de très concret aussi, c'est que avec le Brexit, en fait, nous, on a pour l'instant, a priori, 5 ans devant nous. D'accord. Ce qui est long et pas long. Donc on se dit, ouais, 5 ans, c'est déjà quand même pas mal. 2 ans minimum, 5 ans max. Après, bon, on ne sait pas en fait ce qui va se passer ou pas. Mais c'est vrai qu'on se projette plus ici, je dirais, que retourner en France. Mais pour revenir à Mada, tu vois, par exemple, c'est quand même assez très drôle parce que mon mari, donc, je l'ai emmené une seule fois à Madagascar. Et alors et en rentrant, et même déjà avant, bon, il a adoré, hein. D'accord. Il a adoré. C'était quand même un gros choc culturel, hein, on va se le dire, mais l'âge électrique, comment dire, t'as un confort en Occident, non pas que ce soit le Graal, tu vois, mais t'as un confort, on est quand même habitué à un confort en Occident où en fait on se pose plus de questions. Et à Mada, ouais, je pense pas, même si c'est pas essentiel et c'est peut-être superficiel pour certains, mais je pense pas que ce soit quelque chose d'évident à Mada et du coup auquel, tu vois, tu peux au quotidien en fait te faire cette transition là. Clairement, je pense que c'est possible, c'est une adaptation, mais bon, voilà, après c'est propre à chacun. Moi honnêtement, je sais pas du tout, parce que encore une fois, les seules fois où j'y suis allée, c'était chez des vacances, dans la famille, et pour des courtes périodes au global, donc je pense que c'est pas vraiment un goût de la réalité. Après, il y a des choses aussi, ouais, je sais pas, par exemple, aller faire tes petites courses dans un petit truc de quartier, sortir le soir sans problème, quand t'es une meuf, ce genre de choses. Tu vois, il y a ce genre de choses où je ne sais pas, en fait. D'accord. J'ai aucune certitude parce que je sais pas vraiment, en fait, comment, bien sûr. Comment ça se passe. Et justement, tout à l'heure, tu as un peu répondu à ma question, donc je vais la poser autrement. Partir à Madagascar, c'est pas forcément quelque chose de facile parce que comme toi, on n'a pas tous forcément une image, on sait pas à quoi ça ressemble, on entend beaucoup de choses de la bouche de la génération de nos parents, mais finalement nous on connaît pas le pays ou alors on le connaît qu'en vacances. Mais par contre, il y a une chose dont on entend toujours parler, et tout à l'heure tu l'as évoqué quand tu as parlé de ton mari, c'est le fait qu'à Madagascar, il y a quand même beaucoup de choses à faire. On peut apporter en gros de la valeur ajoutée grâce à nos compétences, que ce soit les soft skills, que ce soit nos diplômes, etc. Est-ce que toi, tu penses que plus tard, tu auras envie de participer aussi peut-être au Madagascar de demain? Honnêtement, je sais pas trop. J'ai jamais vraiment réfléchi pour tout dire. Après, clairement, je ferme pas la porte. D'accord. Parce que je pense que, enfin ouais, c'est des projets déjà. Je pense qu'ils se passeront dans un petit bout de temps. Les choses peuvent aussi, je pense, bouger à Mada très rapidement parce que dans la mesure entre guillemets ils partent. On va dire le développement est quand même différent de ce qu'on peut avoir en Occident. Du coup, je pense qu'ils ont une marge de progression qui est juste énorme et qui peut se faire très rapidement. Mais ouais, vraiment, pourquoi pas. C'est vrai que j'ai des gens dans mon entourage qui font ça, mais on va dire à distance, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec des équipes à Madagascar, et c'est pas forcément dans le service, tu vois, il y en a, c'est dans l'artisanat, et je trouve ça génial. Et puis, ces personnes-là, tu vois, c'est aussi un clin d'œil, en fait, pour à leur culture, tout simplement. Après, c'est vrai que là, tout de suite, non, j'ai pas d'ambition, de projet concret pour monter une boîte ou faire quoi que ce soit, mais clairement je laisse la porte ouverte parce qu'on sait pas si j'ai une idée qui me motive tout d'un coup et qui pourrait être faite en rapport avec Mada. D'accord. Et enfin, pour finir, je voulais savoir s'il y avait quelque chose que tu voulais nous partager. On a beaucoup parlé de la vision de Mada, des valeurs inculquées, et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'on n'a pas toujours cette vision des enfants issus de l'immigration sur Madagascar. On a peut-être moins parlé de Londres, mais en tout cas, je suis très contente parce qu'on a
on a finalement abordé des sujets dont on parle jamais et où finalement on est très stigmatisés, nous, enfants de l'immigration. Donc j'ai trouvé ça intéressant, mais je veux savoir si toi de ton côté il y avait des choses que tu voulais ajouter dont on n'a pas forcément parlé ensemble. Après ça, peut-être il y a quelque chose que je trouve d'assez peut-être unique. Alors c'est peut-être mon expérience juste à moi, mais tu vois, tu parles d'immigration et de perception d'enfants issus de l'immigration d'une manière générale. Mais en fait, moi j'ai toujours eu cette expérience où en fait déjà comme les gens ont assez de mal en fait à reconnaître d'où on vient. Je trouve qu'il y a déjà un peu cette première barrière, tu vois, où comme ils savent pas trop, ils imaginent mais ils savent pas trop d'où ils viennent, donc du coup il y a déjà oh là là je sais pas d'où elle vient, donc en fait je vais pas m'embarquer dans des propos voilà. Après une fois que les gens savent que c'est Madagascar, bon, tout de suite t'as des références, enfin tu vois quand même très basiques, hein, c'est le film Madagascar, du coup t'es une Madagascarienne, enfin tu vois des choses comme ça. Mais j'ai jamais eu d'expérience, tu vois, enfin j'ai toujours eu cette impression que les gens voyaient Madagascar et les gens, enfin les Malgaches du coup, ou les gens d'origine malgache, comme quelque chose d'exotique, tu vois la différence. Alors c'est peut-être réducteur de ce que je veux dire, tu vois, mais par exemple que des enfants d'immigrés d'Afrique du Nord, par exemple, ou d'autres communautés, où je trouve que, alors est-ce que c'est parce que je suis une fille, est-ce que c'est le Sud, enfin entre guillemets, je sais pas, mais c'est vrai que moi, j'ai jamais eu de mauvaise expérience par rapport à ça. C'est plus des choses maladroites que fondamentalement, tu vois, enfin voilà, qui blessent ou qui sont dures, etc. Et qui du coup, je trouve, ça aide aussi d'une certaine manière à avoir envie sur le moment et puis même dans d'autres expériences, mais d'éduquer un peu, tu vois, les gens. Voilà, quand on écorche ton nom de famille, enfin, tu vois, ça c'est quand même pas spécial. Bien sûr. Du coup, enfin voilà, t'es là, oui, c'est un nom familier, mais en fait, c'est les mêmes lettres de l'alphabet que tout le monde. Donc en fait, sur un petit effort, c'est facile, c'est faisable. Donc c'est ce genre de choses où c'est vrai que je pense c'est. Puis après, enfin voilà, je pense que c'est très individuel aussi d'avoir sur un moment la force ou la volonté, tu vois, de rentrer dans ce genre de débat ou pas. D'accord, parfait. Écoute, merci beaucoup Ludivine. Je mettrai bien sûr les notes de l'épisode, de tout ce qu'on a parlé ensemble. Et puis je te dis à bientôt. À bientôt, Samantha. Salut. Salut. Ça y est, l'épisode est terminé et merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité de Malabar, n'hésitez pas à vous rendre sur le site malabar.fr ou sur Instagram. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Malabar est toujours à la recherche d'expériences insolites. Alors si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même souhaitez partager votre histoire sur Malabar, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. À bientôt pour un nouvel épisode de Malabar.